Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans mes locaux à Rennes une femme qui incarne le leadership sous toutes ses formes, Delphine Zanelli. Delphine est conférencière, autrice, formatrice, créatrice du podcast à succès L'entreprise de demain et elle accompagne depuis des années les organisations et les leaders à transformer leurs pratiques pour plus d'impact et d'engagement. Delphine, c'est aussi une experte qui ne se contente pas de théorie. Elle propose des méthodes concrètes et activables, comme sa méthode Lead for Impact, pour faire des managers de véritables leaders inspirants. Et cette année, elle nous offre un cadeau précieux, son livre « 100 jours pour révéler votre leadership ». Un programme en 15 semaines pour affûter sa posture de leader et engager ses équipes avec sens et authenticité. Sujet qui m'est très cher, vous le savez. Avec son énergie communicative et son expérience riche, de HSBC à son entreprise actuelle, Delphine est une voix incontournable pour tous ceux qui veulent réinventer leur manière de manager. Alors préparez-vous, cet échange promet d'être aussi inspirant qu'actionnable. Bienvenue Delphine. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Merci d'être venue jusqu'à moi en Bretagne. Eh ben écoute, j'apprécie. J'ai profité que je donne une conférence à Rennes tout à l'heure, à Lorient tout à l'heure, et j'ai fait un stop. Je suis ravie. Bon. Alors, avant qu'on parle de ton livre, est-ce que tu peux nous raconter, j'ai rapidement décrit ton parcours de HSBC à ton entreprise actuelle, mais tu vas mieux le raconter que moi. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à devenir, ce que tu es devenue une experte en leadership et en transfo d'entreprise? Alors, il y a 3 événements marquants. Le premier, à 17 ans. À 17 ans, j'ai choisi mon métier. En fait, je collais des enveloppes dans une entreprise, l'entreprise de mon père qui avait une PME, et pour gagner un peu de sous. Et je discutais beaucoup avec mon père de la stratégie de son entreprise, aussi de sa vision de dirigeant. Il était président du CJD à Grenoble à l'époque. Et je discutais avec les collaborateurs et je lui avais dit, écoute, il y a un truc, je trouve qu'il n'y a pas une compréhension, enfin, vous ne me racontez pas la même histoire. Et donc, je lui ai proposé, du haut de mes 17 ans, à commencer à lui créer un journal interne. Donc là, je me suis dit très vite, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de mieux connecter. Moi, j'aime le business, j'aime l'entreprise. J'ai vraiment été élevée là-dedans. J'aime aussi l'humain et j'ai envie de connecter tout ça pour qu'il y ait plus de plaisir dans le travail et de performances communes, d'épanouissement, de grandir, etc. J'avais 17 ans. Et du coup, après le bac, je me suis dit, pour ça, il faut que je fasse le CELSA. C'est l'école, parce que je crois qu'il faut que je fasse de la com interne. Donc voilà, sachant que j'étais pas forcément une bonne élève à l'école. Donc, j'ai dû développer, deuxième fait marquant, des stratégies pour obtenir le CELSA. Parce que moi, j'avais le bac à l'oral et je compétitais avec des cagnes, hippocagnes, etc. D'accord. Et donc, dans ces stratégies, je me suis vraiment allée identifier quels étaient les atouts que j'avais, qui était ma connaissance du monde du travail très forte. J'avais déjà beaucoup travaillé. Et puis, une super bande d'amis qui était très bon à l'école. Et donc, j'ai mobilisé ces 2 atouts pour réussir le concours et rentrer au CELSA. Et troisième fait marquant, donc après, j'ai intégré d'abord DHL, récemment, qui vient d'ailleurs d'être lauréate Great Place to Work. Et je disais au CEO, je disais DHL un jour, DHL toujours. Quand on vous a remis le prix, c'est il y a 2 jours. J'avais le cœur qui vibrait comme quand j'y étais. Donc, c'était une entreprise avec une culture très forte, dans lequel aussi, il était déjà beaucoup question de leadership. Mais je ne me rendais pas compte, et à cette époque, ma mission, c'était de développer les compétences en communication des managers. Donc, j'avais dans un programme de développement des managers, et j'étais vraiment sur la partie soft skills.
Et il y avait déjà beaucoup de ce leadership. Mais le fait marquant qui arrive ensuite, c'est que j'ai été chez HSBC pendant un long moment. Et une année, j'ai perdu plaisir dans mon travail. Alors que moi, j'ai choisi mon travail. Donc, on peut imaginer combien j'aime ça, combien je suis engagée, motivée. J'avais plus de plaisir. J'étais manager. J'avais tout perdu. Et ma manager de l'époque, la DIRCOM, m'a dit « Écoute, je vais te proposer d'aller suivre un programme de mentoring à Londres. » Je ne savais même pas ce que c'est que le mentoring. Je venais de commencer. Donc, je suis arrivée au 41e étage de la tour HSBC à Londres pour rencontrer le DIRCOM des fonctions globales, très impressionnant autant par sa posture que sa stature, et qui m'a proposé d'intégrer un programme de développement du leadership. Donc là, j'ai pas du tout compris pourquoi on me proposait ça. Et c'est dans la salle, avec mes collègues en janvier 2013, du monde entier, beaucoup de dirigeants, donc vraiment, je me demandais ce que je faisais là. J'étais membre de Codir, mais encore une fois, toujours ce sentiment de l'imposteur. Et en fait, j'ai compris que le leadership, on en avait tous, qu'il était de notre responsabilité de le développer et que c'est ça qui ferait de moi une bonne manager et surtout qui me permettrait de retrouver plaisir et sens moi-même dans mon travail. Parce qu'encore une fois, je l'avais perdu par moi-même. Donc voilà comment je suis arrivée à ça. Et puis après cette expérience chez HSBC, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'avais envie d'aller travailler avec plus d'entreprises, de revenir aussi à un ADN que je connaissais. J'adore les grandes entreprises, mais j'aime bien aussi les moyennes, les plus petites. Et donc, de pouvoir me mettre à leur service. Et en chemin, j'ai créé le podcast aussi, l'entreprise de demain. Tout ça est venu nourrir ma pratique, ma réflexion. Voilà, parce que j'accompagne les managers depuis 25 ans. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de transmettre tout ce qui m'a été offert pendant ces 25 ans. Et c'est un peu, c'est l'histoire de ce livre. D'accord, ok. Tu travailles pas que dans le milieu financier et bancaire aujourd'hui? Ah, pas du tout. Ok. Voilà. Pas du tout. D'ailleurs, avant, je suis dans le transport. Je travaille avec l'industrie, avec les services, avec le luxe, avec tous les secteurs. Plus j'ai de secteurs différents, plus mon intervention est riche. Enfin, je pense que tu le sais très bien. Oui, je confirme. C'est même hyper important. Ouais. Ok, d'accord. Alors, du coup, t'as créé ton podcast, l'entreprise de demain, il y a quelques années maintenant. Il y a 7 ans. 7 ans. C'est rare, un podcast qui dure aussi longtemps, donc bravo, parce que je sais que ça prend un peu de temps, un peu de travail, et durer, c'est pas facile dans le monde du podcast. Pourquoi tu as créé ce podcast, et si tu avais 1 ou 2 épisodes qui t'ont véritablement marqué pendant ces 7 ans, tu dirais quoi? Alors forcément... Ou tu dirais qui? Alors j'ai créé ce podcast, j'ai mis 1 an à le créer, parce que je me sentais totalement imposteur, encore une fois. Et j'ai créé ce podcast parce que je rencontrais des dirigeants fabuleux. Et je me suis dit, mais il faut que je partage ça. Je peux pas le garder pour moi. Et en plus, j'en avais un peu assez des articles, les 3 clés pour ci, les 3 clés pour ça. Or, en fait, le monde de l'entreprise, c'est gris, c'est complexe, c'est subtil. J'avais aussi... je venais de partir... Parce que je travaillais à Paris, on est parti quelques années s'installer en Haute-Savoie. Et on m'avait dit, oh là là, tu vas rencontrer des dirigeants peut-être un peu arriérés. Enfin, franchement, on me parlait d'eux comme... Ouais. En fait, j'ai rencontré des gens extrêmement visionnaires qui ont beaucoup démarré, voilà, certains en tant qu'ouvriers dans l'industrie, etc., visionnaires. Et je me suis dit, mais il faut que je partage tout ça. Donc, c'est vraiment né de ça. Et un des épisodes marquants, forcément, c'est le premier, c'est Dominique Steller, qui est chercheur à l'école de commerce de Grenoble. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, parce qu'elle a changé de nom 3 fois entre-temps. Et c'est un épisode marquant parce que si vous l'écoutez, aujourd'hui, vous verrez qu'il n'a pas pris une ride, il a 7 ans. Et parce qu'on parle déjà de tous les sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Donc ça, c'est un épisode important. Ensuite, tous les autres m'ont beaucoup plu. Je dirais qu'il y a un autre épisode, c'est quand j'ai interviewé ma première auditrice, Claire Bonenfant, qui d'ailleurs est repassée sur le podcast il n'y a pas longtemps, sur mon podcast, qui m'avait été une des premières à mettre un commentaire sur Apple Podcast, qui était en pleine transfo de son entreprise, une dirigeante, qui depuis a beaucoup évolué, et elle est déjà venue plusieurs fois sur le podcast. C'est la première fois qu'elle est venue. Voilà, ça, pour moi, c'est un épisode marquant parce que on passe le relais quelque part. Donc ça, c'est important. Et après, je dirais, c'est des épisodes... Il y en a beaucoup, mais j'aime bien ne pas forcément être d'accord. Donc des épisodes où... je peux pas en citer un, il y en a plusieurs, mais où on n'est pas forcément d'accord, où je veux aussi chercher des gens qui ont des points de vue très différents. Okay. À condition, bien évidemment, qu'on ait quelque chose à partager. Hein, c'est pas pour... voilà. Oui. Mais je trouve ça chouette. Je mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description de l'épisode. Et j'aime bien ta posture, parce que je commence à la faire effectivement de personnes qui m'écoutent.
Et d'ailleurs, si vous êtes RH en entreprise, dans une collectivité, quel que soit votre niveau dans la structure, moi c'est pas ça mon sujet, ou peu importe d'ailleurs le nombre d'abonnés sur LinkedIn aussi, c'est pas mon sujet. Vous avez envie de passer sur ce podcast, contactez-moi et puis vous pouvez vous transformer d'auditeurs, d'auditrices à invités. C'est aussi quelque chose qui est totalement jouable. Alors si on parle un peu du livre aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, donc 100 jours pour révéler votre leadership? Est-ce qu'il y a un déclic, une expérience perso derrière? J'imagine bien que tu l'as pas fait pour les royalties du livre, parce qu'en général, Non. Je connais pas grand monde. Ni parce que j'avais envie de devenir écrivaine. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière et pourquoi tu es allé sur ce terrain de jeu Alors, il y a un premier point qui est le point important, le moteur, parce qu'en fait, pour écrire un livre, il faut un vrai gros moteur. Ouais. C'est très challengeant. Je pensais savoir écrire. Ma formation à la base, c'est de la com. Je savais pas écrire un livre. Le premier vrai moteur, c'est la transmission. D'accord. C'est vraiment que je pense que tout le monde a du leadership. J'ai eu la chance d'être exposée à des outils, à des mindsets, à des tas de choses absolument fantastiques. J'ai mis dans le livre absolument tout ce que je vois fonctionner au quotidien, tout ce que j'ai vu fonctionner. Et j'avais envie de transmettre ça pour ceux qui ne peuvent pas être exposés. Donc j'interviens en conférence dans les entreprises, donc je rencontre des collaborateurs, je vois leur appétit pour plus d'outils, pour des choses très pragmatiques, on va y revenir, très concrètes. Mais j'ai aussi beaucoup d'auditeurs et d'auditrices du podcast qui n'ont pas la chance qu'il y ait un accompagnement d'entreprise. Et j'avais envie de pouvoir leur donner ça. D'accord. Donc ça, c'est le premier moteur. Le deuxième, il est très pragmatique, c'est que je suis conférencière, et quand tu es conférencier, c'est important d'écrire des livres. Ok. Donc ça, c'est très pragmatique. Okay. C'est un gage mais un gage juste du fait que tu as poussé ta réflexion très loin. Ouais, okay. Parce que franchement, j'avais l'impression d'avoir déjà poussé, parce que avec tout ce le que j'ai dans le livre... Tu l'avais poussé quand même. Déjà. Oui, puis tout ce que j'ai dans le livre, j'accompagne depuis des années avec. Je le transmets en conférence, mais en fait, ça va vraiment encore plus loin. D'accord, ok. On va parler du programme en 100 jours. Déjà, le leadership, que tu utilises ce mot-là, on l'a utilisé plusieurs fois. C'est quoi ta définition? La définition de Delphine du leadership? Alors, j'ai pris une définition un peu caricaturale, mais volontaire, pour qu'elle soit compréhensible. Donc, j'en parle souvent par rapport au manager, mais je peux en parler par rapport aux collaborateurs. Manager, collaborateur, c'est notre rôle, c'est notre fiche de poste. C'est ce pourquoi on est payé. Leader, c'est la posture qu'on choisit d'avoir dans ce rôle. C'est la posture qu'on choisit d'avoir au quotidien. Mais je pourrais même dire, je suis maman. Maman, c'est mon rôle par rapport à mes filles, mais je veux être un leader par rapport à elles, parce que je veux leur transmettre quelque chose. Et la question que je pose toujours, c'est quel impact, ça part de l'impact que vous voulez avoir. Donc, quel impact je veux avoir sur mes filles, quel impact je veux avoir en tant que collaborateur, quel impact je veux avoir en tant que manager. Et c'est là qu'on prend le plaisir, parce que c'est là qu'on transmet qui on est, sa singularité, dans un cadre, le cadre éducatif que je veux donner, le cadre de mon entreprise. Voilà, mais je prends volontairement, d'ailleurs, j'ai jamais pris ce parallèle de maman, mais je le prends parce que je veux montrer que c'est quelque chose de très universel. Et que c'est pour ça que je pense qu'on en a vraiment tous. Et que c'est pas du charisme, c'est pas comme... C'est pas la même chose. Ah non, enfin, je veux dire, il peut y avoir du charisme, c'est un sujet, voilà, mais il y a des leaders complètement introvertis qui sont d'excellents leaders. C'est encore triste que dans les dictionnaires, la définition, c'est la posture dominante. C'est la position hiérarchique. Or, on sait très bien qu'on a vu plein de top dirigeants pas du tout être leader, et à l'inverse, des collaborateurs émanés, voilà, et avoir un vrai leadership. Ok. Et pourquoi ce sujet de leadership est devenu aussi crucial aujourd'hui dans un monde du travail là, qui est en pleine mutation, hein. Il est tout le temps en mutation, mais encore plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il est crucial. Je sais que j'ai de plus en plus d'entreprises qui me contactent en me disant on veut développer le leadership parce que je crois qu'il faut qu'on travaille le leadership. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on a besoin... on parle beaucoup de la quête de sens, mais la quête de sens, elle commence par soi. Et donc, la question de l'impact que je veux avoir, de la posture que je veux avoir, elle est fondamentale. Ensuite, on est beaucoup dans une culture quand même de l'individu, de la marque personnelle, et donc la question du leadership, elle est importante. Et enfin, parce qu'aujourd'hui, la clé, je dis aujourd'hui, mais en fait, j'ai expliqué dans une conférence que mon premier job, ma première mission, c'était d'engager les collaborateurs il y a 25 ans, plus de 25 ans. On a besoin d'engager, et on n'engage pas uniquement par des process, par du rationnel, on engage par de l'émotionnel, on engage par qui on est, on engage par la posture que l'on a, par cette fameuse posture d'inspiration. Mais l'inspiration ne passant pas par être un sachant, passant par qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et donc, on va engager par l'impact. Et je crois aussi que c'est important parce que
il y a un autre sujet, c'est que de moins en moins de gens veulent manager parce qu'on parle mal du management. Je faisais un post en disant les jeunes veulent plus manager, mais ils veulent continuer à faire des enfants. Et en fait, la prise de responsabilité, ou tomber amoureux, la prise de responsabilité et l'engagement, il est aussi énorme dans ces deux domaines. Donc, parlons-en différemment. Et parler du leadership, c'est parler de cette prise de pouvoir que j'ai sur mon poste. Encore une fois, dans le cadre de l'entreprise. Et puis, dernier point, j'ai beaucoup de DRH qui me disent « Mes managers, je veux qu'ils prennent responsabilité de leur posture dans leur job. » Je les sens en retrait, un peu... voilà. Et ben, travailler cette posture de leadership, c'est une clé fondamentale. Et en plus, je m'aperçois quand je travaille avec les managers, quand j'interviens, que quand on va sur ce registre, tout fait sens. J'interviens parfois en fin de cycle de formation de gros programmes et les managers me disent oh, « ça y est », après la conférence, me disent « ça y est, je crois que j'ai compris ». Parce qu'en fait, tout d'un coup, quand on repart de sa propre posture, tous les outils qu'on nous a donnés, on voit beaucoup mieux comment les utiliser. Donc voilà, c'est aussi un déclencheur. Ok. Alors, tu as structuré ton livre autour d'un programme de 100 jours. Oui. Ok. Pourquoi ce format et en quoi il est adapté à la transformation des leaders? Alors, je vais être très transparente. C'était mon éditeur qui avait envie d'un programme en 100 jours. Ah, d'accord. Et moi, j'ai travaillé sur le projet avec un éditeur parce que je ne suis pas spécialiste du livre, ni du marché du livre, et je pense que c'est important. Après, pour moi, j'ai accepté parce que ça résonnait totalement, parce que j'avais déjà développé beaucoup de programmes. Les 15 semaines, enfin c'est 100 jours, 15 semaines. J'avais développé beaucoup de programmes et je crois beaucoup. Alors en fait, après, ça c'est très personnel, mais enfin, il se trouve que le personnel devient universel parce que c'est tous les retours que j'ai sur le livre. C'est que moi, souvent, je suis quelqu'un qui cherche tout le temps à me développer. Et pour ça, j'ai besoin de programmes parce que je suis hyper créative. Je pars dans tous les sens. Et donc, j'adore avoir des guides et des programmes. Donc, quand ils n'existent pas, je me les crée. Et en fait, je disais que ça devient universel parce que c'est un retour que j'ai énormément de personnes qui me disent, et d'ailleurs, de personnes très averties sur le sujet, donc je suis parfois surprise, et qui me disent, ce programme, ça m'a aidé à avancer. Quelqu'un qui travaille dans un gros cabinet de conseil qui m'a appelé pour me demander d'intervenir avec eux, qui m'a dit j'ai acheté votre livre parce qu'il fallait quand même que je vous lise. Bon, résultat, je crois qu'on va l'appliquer à tous les dirigeants du cabinet. Donc voilà, alors que franchement, je pense qu'ils connaissent le contenu. Oui. Donc voilà, donc ce côté voilà, compagnon, je pense qu'il est important. D'accord, ok. Par contre, tu l'as divisé en 4 parties le programme. Oui. Déterminer, amplifier, ritualiser et transmettre. Et pourquoi cet ordre et pourquoi ces 4 verbes? Alors, d'abord parce que ça commence, une fois de plus, je crois qu'on a tous du leadership, et moi je travaille beaucoup avec l'appreciative inquiry, donc je trouvais important de commencer à aller identifier son propre leadership. Commencer par ça. On va tuer le côté, on va pas arriver à la fin pour savoir si on en a. En fait, on va partir du principe qu'on en a, on va plutôt aller chercher quand est-ce qu'on en a. Quand est-ce qu'on en a et de quoi il est composé. Ensuite, quand on a compris de quoi il est composé, l'idée, ça va être d'amplifier ça. Parce que souvent, on va l'identifier. Donc ça, je l'ai beaucoup remarqué quand j'ai accompagné et quand je fais mes conférences, c'est flagrant parce qu'elles sont très interactives, donc les personnes se questionnent. C'est qu'en fait, parfois, on l'identifie dans des temps morts, dans des temps perso, etc. Donc comment est-ce qu'on va aller l'amplifier dans son job ou dans sa vie, d'une manière générale, parce que quelqu'un aussi m'a dit, je crois que je vais l'appliquer à ma vie. Donc comment est-ce qu'on va l'amplifier? Et donc pour l'amplifier, je vais travailler sur différentes choses pour pouvoir avancer. Et ensuite, quand on l'a identifié, qu'on a identifié comment on pouvait l'amplifier, il faut le ritualiser, parce que si on l'ancre pas dans des choses concrètes, dans des rituels concrets, donc ça veut dire aussi accepter de revoir ces rituels existants. Là, si on reprend le pôle managérial, revoir la manière dont on fait ses one-to-one, sa réunion d'équipe, etc., etc. C'est important parce que ça ancre notre leadership. Et transmettre, parce que transmettre, c'était mon objectif avec ce livre, okay. Et je veux que les gens transmettent derrière. Et puis je crois que c'est la quintessence de l'apprentissage, parce qu'on finit d'apprendre quand vraiment on est capable de transmettre, et du leadership. Ok. Dans tout ça, donc il y a 15 semaines, avec beaucoup d'exercices pratiques à chaque semaine. Quelle est la semaine que tu considères, toi, avec ton regard, comme la plus difficile à mettre en œuvre pour les leaders, et pourquoi? La première. Ah ouais, carrément. Non, en fait, c'est pas la plus difficile. Okay. La première, c'est un peu... C'est quoi, c'est d'y aller? La première, c'est la question d'identifier son leadership. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est pour ça que j'explique qu'en fait, vous itérez cette question absolument tout le livre.
Donc ça, je sais que ça peut être difficile. Et en même temps, je donne une manière de faire extrêmement pragmatique, concrète, simple, qui fait qu'on y arrive. Après, je vais vous donner la plus... peut-être que la plus difficile, c'est la partie où on travaille sur le mapping de ses qualités, de ses compétences de leader. Parce qu'en fait, j'ai introduit une notion de complexité, pas de compliqué, de complexité. Mais parce que pour moi, j'ai essayé de retranscrire ce que j'ai perçu chez les plus grands, enfin, beaucoup de leaders que j'ai rencontrés, interviewés. Et c'est complexe, c'est un équilibrage de qualité et de force. Donc, un, il faut accepter de se les reconnaître. Et deux, il faut accepter de les équilibrer. Un troisième que j'aurais pas perçu comme difficile, mais je sais que ça l'est, parce que c'est le chapitre sur la vulnérabilité. Et on parle aussi de connaissance de soi, d'acceptation de soi, c'est difficile. Ça, c'est encore très... Je pensais que ça serait plus facile, et en fait, j'ai des retours comme quoi ça reste assez difficile, et c'est pas une question de génération. Voilà, donc je dirais que c'est ces trois-là. Merci. Et si on parle, justement, j'ai une question sur la partie vulnérabilité. Tu parles d'explorer ses forces et donc ses vulnérabilités, pardon. Et comment on peut transformer ces vulnérabilités en levier de leadership? En les acceptant, en les reconnaissant. Mais alors, c'est un boulot pour la vie. Hein. Moi, je bosse encore dessus. Hein. Franchement, je connais personne qui bosse pas dessus. Ouais, est-ce que ça, c'est pas un matin, tu te lèves? J'ai interviewé des dirigeants très, très haut placés qui travaillent toujours sur ce sujet. On en a tout le temps. Donc, en fait, c'est de les reconnaître. En off, avant de discuter, tu me disais, je suis pas un bon manager. En fait, il y a ce travers de beaucoup de personnes de dire ça. Moi, je l'ai dit aussi. Hein. Et en fait, je dis, tu gères pas. Et en fait, on peut être un excellent leader et pas savoir gérer un tableau Excel, un planning, un agenda, des doléances d'équipe ou des choses comme ça. Et c'est OK. Donc, en fait, identifier ses vulnérabilités, c'est important parce que ça permet de prendre conscience de ça, d'éviter les angles morts, mais aussi de se faire aider là-dessus. De se faire aider, de se faire épauler, et de dire les choses à son équipe. Parce que si vous le dites, voilà, moi, je sais que je vais pouvoir... Un dirigeant qui témoigne dans le livre avec qui j'ai travaillé, Pierre Holman, dirigeant extraordinaire, me disait, quand on discutait en amont de ce livre, en fait, il a maintenant développé une très forte conscience de ses atouts en tant que leader et de ses vulnérabilités. Et donc, il les partage avec moi. Et c'est génial parce que je me suis dit, pour certains, ça pourrait paraître présomptueux parce que ces atouts, il les positionne très fortement, mais ils sont essentiels parce qu'ils sont au service de ses collaborateurs. Et en même temps, il équilibre ça totalement en étant complètement conscient de la vulnérabilité qui est associée et des points de vigilance qu'il doit avoir. Et je le connais depuis très longtemps. C'est quelque chose que je perçois qu'il a développé avec le temps aussi. Oui. Voilà. Et je me dis, quand on en est arrivé là, on a un sacré leadership quand même. Ok. Quel conseil, je viens sur... J'essaie de parcourir un petit peu toutes les parties. J'ai préparé des questions sur toutes les parties. Je pourrais pas poser toutes les questions que j'ai écrites comme d'habitude, hein, parce que j'en ai écrit beaucoup trop, mais on était sur la partie déterminée, je vais sur la partie un peu amplifiée, qui est la partie 2. Quel conseil pratique, là, vraiment pratico-pratique, tu pourrais nous dévoiler dès maintenant et que tu donnerais à un leader pour développer et valoriser les talents au sein de son orga? Pas le feedback. En fait, alors... C'est un sujet qui revient sur... En fait, c'est un épisode sur le feedback. Pour Clou, je crois qu'il est dans ritualiser le feedback. J'ai plus le sommaire en tête. Mais c'est pas grave. Oui, oui, j'avais une question sur le feedback. Qui est dans ritualiser, ouais. Bah, du coup, je l'ai anticipé. Donc, mais c'est pas grave. Non, en fait, je vais te dire pourquoi. Tu me parlais de faire grandir les talents des collaborateurs. Hein, oui, c'est ça. Comment les développer, comment les valoriser. Ouais. Et puis les valoriser aussi. Ouais. Alors, d'abord, pour les développer, je pense que le premier point, quand même, c'est de commencer par... afficher le leader qu'on veut être, l'impact qu'on veut avoir, ses forces et ses vulnérabilités, parce que quand vous avez fait ça, vous laissez la place à chacun pour le faire. Donc ça, c'est important, parce que pour faire grandir des talents, il faut aussi offrir, et j'en parle aussi, offrir un climat de confiance et de sécurité qui permet ça, et tout ça en fait partie. Il y a d'autres choses dans le livre, mais tout ça, parce que je traite ce sujet dans le livre de climat de confiance, mais ça en fait partie. Après, pourquoi je parlais du feedback, c'est qu'en fait, je conseille beaucoup aux dirigeants, aux leaders, de se mettre en posture d'observation de ses collaborateurs pour leur faire des feedbacks. Alors le feedback, c'est pas un recadrage, le feedback, c'est pas un retour sur ce qui n'a pas marché, le feedback, c'est quelque chose qui fait grandir. Donc là, j'en profite pour rendre un hommage à Stéphane Moriot, qui nous a quittés il y a pas longtemps, qui est pour moi le pape du feedback. Vraiment, son livre est absolument fabuleux, il faut le lire. Vous pouvez aller voir les vidéos qui existent de Stéphane, c'est très éclairant. Le feedback, c'est quelque chose, j'ai beaucoup d'émotions en vous le disant.
C'est quelque chose qui est là pour vraiment faire grandir. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on va valoriser ce que vous savez bien faire et de temps en temps vous aider à encore mieux le faire. Et ce qui est intéressant, c'est pas de vous dire ce que vous savez bien faire, que vous identifiez. C'est de vous aider à identifier les choses que vous n'avez pas conscientisées. D'ailleurs, quand j'avais interviewé Stéphane sur mon podcast, il m'a fait un feedback qui a été pour moi vraiment un game changer parce qu'il m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose que j'avais pas totalement perçu, conscientisé. Et quand vous faites ça, c'est là que vous aidez vos collaborateurs à grandir. Et pour ça, c'est nécessaire de les observer pour identifier les choses. Donc ça peut être assez simple en disant, cette semaine, je vais aller observer un tel et un tel parce que je vais interagir avec eux. Et mon objectif, c'est de leur faire un feedback sur des choses que j'avais d'ailleurs pas forcément perçues, qu'ils n'ont pas forcément perçues d'eux. Et un feedback à la fois sur cette force, et puis éventuellement, si j'ai des pistes d'amélioration à leur donner. Et pour ça, il y a une formule simple, qui est la formule STAR du feedback, qui est une situation, une action, un résultat. Parce qu'un feedback, c'est pas merci, c'est dans telle situation, tu as fait ça, ça a donné ça. Et si je veux associer l'amélioration, dans telle situation, tu as fait ça, ça a donné ça. Et je pourrais te suggérer de faire ça pour que ça ait encore plus d'impact. Voilà. Et ça, pour moi, c'est l'outil de détection des talents et de développement des talents des collaborateurs. Ok, très clair. Donc le feedback, qui est l'un des rituels, ouais. Qui n'est pas toujours facile à utiliser. Mais qui est pour moi un rituel fondamental dans la posture de leader. Ouais. Et tout ça, je vais te retourner une question que tu m'as posée tout à l'heure. Sans interviewer mutuellement sur le podcast. Comment on se dégage du temps c'est l'objet dans un quotidien. Oui, je sais bien. Dans un quotidien professionnel, quand on est manager, quand on est leader, qui est surchargé, on a en général un peu de travail, on s'ennuie pas trop. Est-ce que tu as des astuces concrètes pour aider les gens qui nous écoutent à prioriser? Bien, en fait, justement, il arrive dans au-delà le livre. Au-delà d'acheter ton livre. Il arrive dans le livre, ça serait avec plaisir, il arrive dans le livre à la fin du livre, parce qu'en fait, je pense que... Parce que j'ai souvent cette question, donc je voulais absolument le mettre. Mais il faut commencer par se poser la question de l'impact de ce qu'on veut avoir, de nos forces et de comment on va ritualiser, pour se dire à partir de là, qu'est-ce qui devient incontournable dans mon agenda. Tout à l'heure, on parlait, donc je t'interviewais, on parlait de prise de parole de dirigeants, parce qu'on parlait de marque employeur, d'ailleurs. Un épisode que je vous conseille sur mon podcast de Florent. Et en fait, on disait que c'était exigeant en termes de temps, mais en même temps, si on veut avoir un impact autour de sa boîte, c'est fondamental. Donc voilà, donc c'est important de se poser cette question, et quand on s'est posé cette question, de se dire, s'il y a 1 ou 2 rituels qui sont fondamentaux, je veux les ancrer dans mon agenda, au moins pour un temps. Donc si je reprenais le feedback, c'est se dire finalement, je veux absolument avoir tant de temps dans ma semaine pour ça. Je vais te donner un exemple, un dirigeant de l'industrie avec qui je travaillais vraiment toujours submergé, enfin il bosse même le week-end, il bosse beaucoup trop d'ailleurs, et il avait un vrai sujet qui était dans un secteur en fait souvent en crise, un sujet de donner confiance à ses collaborateurs et lui-même parfois de reprendre confiance lui-même dans ce qui va être possible de faire. Et donc, on a travaillé beaucoup sur sa posture et on a travaillé sur un rituel qui était le fait qu'il fasse un bilan hebdomadaire de ce qui avait malgré tout fonctionné, même quand la ligne du bas du bilan était rouge, ce qui avait fonctionné et les progrès qu'ils avaient faits. Pour qu'il puisse à la fois, lui, prendre confiance, voir les choses et aussi faire justement des feedbacks à ses collaborateurs en se disant qui a mis ça en place et qu'il puisse comme ça, le vendredi soir, leur adresser en fin de journée un message pour leur dire merci, bravo et voilà ce qu'on a fait. Et on peut se dire que dans l'agenda de ce dirigeant, c'est impossible. Eh bien, écoutez, je pense que ça fait 5 ou 6 ans, il le fait toujours. Ok. Et il le fait toujours parce qu'il a compris que pour lui, c'était un game changer pour son état d'esprit et pour ses collaborateurs. Voilà. Donc après, on trouve le format pour le faire plus ou moins de temps. Voilà. Mais je pense que ça, c'est fondamental. Mais encore une fois, tu le disais toi, le temps, c'est ce qu'on choisit, ce qu'on décide. Mais pour qu'on le tienne, parce que tu me disais d'ailleurs, j'ai le podcast depuis 7 ans, pour tenir, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose de fort derrière. Oui. Et ce qui est fort, c'est notre impact. On est tous drivés par ça, quoi qu'il arrive, et quel que soit notre job, même quand notre job est alimentaire. Et ça, je pourrais vous en donner des exemples à tire-larigot. Ok. La transmission. Tu as fait un chapitre, même une partie, plus qu'un chapitre d'ailleurs, une partie autour de la transmission. Pourquoi la transmission est-elle aussi importante dans le leadership et comment la mettre en pratique au quotidien? Alors, la transmission, elle est importante parce que, d'abord, la transmission, c'est la quintessence de l'apprentissage. Donc, ça veut dire que moi, je vous encourage, quand vous apprenez quelque chose, à tout de suite essayer de le transmettre. Parce que tout d'un coup, vous allez voir que vous allez le maîtriser beaucoup mieux. Donc, si on travaille sa posture, c'est important de le transmettre. Et on le transmet à qui? Qui on veut. Qui on veut, ok. Qui on veut. Et
Et donc, travailler sur son leadership, donc commencer à le transmettre, ça veut dire qu'on va encore plus être dans notre posture de leader par définition. Ok. Ensuite, parce que le leadership, c'est de l'impact, donc c'est de la transmission. Donc c'est comment est-ce que je vais pouvoir transmettre le chemin que je fais, ce que je fais à d'autres. Et d'ailleurs, je trouve génial parce que j'ai des retours de personnes qui ont commencé ces semaines et qui commencent déjà à le transmettre. Et j'ai aussi écrit ce livre avec un groupe de managers miroirs. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'ils soient autoporteurs. Alors, ancrés dans la réalité, c'est pas difficile parce que je travaille tout le temps avec des managers, mais très autoporteurs. Et donc, j'ai des managers anciens d'entreprises dans lesquelles je suis intervenue ou auditeurs du podcast. J'ai fait un appel qui ont accepté de rejoindre un groupe. Ils ont fait une masterclass pendant 15 semaines. Je leur ai délivré toutes les semaines pour avoir ce miroir. Et comme du coup, ils ont fait le parcours en avance de phase, tous m'ont dit, maintenant, nous, on n'a qu'une envie, c'est de le transmettre. Donc en fait, on n'en était même pas à ce chapitre-là qu'ils avaient envie de le transmettre. Ok. Voilà, donc c'est un peu... moi, c'était un exercice de transmission. Comment vous passez le relais? Ok. Clair. Si les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent ne devaient retenir qu'une seule chose de ton livre. Quel leader vous voulez être? Quel impact vous voulez avoir? Voilà, j'ai pas le temps de faire mes questions, mais t'as répondu, en fait. Ok. Ok. Et comment est-ce qu'on peut mesurer concrètement ces progrès au fil des 15 semaines, des 100 jours? Alors, d'abord, c'est pas... Ou est-ce que c'est plus long que ça, en fait? Alors, d'abord, c'est l'histoire d'une vie. Hein. Je pense que, voilà, ça comme tu le disais, j'apprends toujours. Je pense que c'est important de faire, de refaire. Déjà, si on arrive à itérer et à préciser. Donc là, encore sur mes managers miroirs, beaucoup n'ont pas eu... et franchement, c'était des managers aguerris, friands de l'exercice. Beaucoup ont trouvé la réponse sur leur leadership à la fin du livre. Et pour beaucoup, elle évolue encore. Donc ça, première chose. Donc se dire, voilà, ça se mesure par rapport à ça. Et après, je crois que c'est important quand on attaque ces démarches d'en parler avec ses collaborateurs. J'incite beaucoup les managers d'ailleurs de le faire avec des pairs dans leur entreprise, d'en parler à leurs collaborateurs, voire de le faire avec leurs collaborateurs. Et du coup, c'est de demander des retours. C'est de dire, voilà, le leader que je veux être, l'impact que je veux avoir, j'avance sur ce chemin-là. Je vais faire des erreurs, je vais essayer des choses. Bah, faites-moi des retours. Et donc de mesurer, de regarder aussi typiquement... Cyrielle, qui était une des managers miroirs sur le livre, qui témoigne d'ailleurs sur mon podcast, voilà, a pu mesurer par rapport au plaisir qu'elle a pris, à l'impact de ses réunions, à l'impact sur ses collaborateurs. Sébastien aussi, qui témoigne toujours dans le podcast, voilà, à la relation, l'évolution de la relation avec ses collaborateurs aussi. Après, il n'y a pas de magie, c'est des gens qui ont... Voilà, il faut avancer de manière complète, globale, et le décider. Ok. Voilà. Ça t'arrive d'avoir des prospects ou des clients qui te disent, ben ouais, bon Delphine, moi j'ai vraiment des problèmes avec mes managers. 100 jours c'est trop long, faut aller plus vite, quoi. On a vraiment des problèmes dans la boîte. Alors, et qu'est-ce que tu leur réponds? Parce que il faut prendre le temps autant. Ouais, c'est drôle, c'est un post LinkedIn que j'ai programmé pour ce soir, tu vois, sur la transformation. Okay. En fait, il faut vraiment du temps pour se transformer, pour transformer des pratiques. Je sais de quoi je parle parce que moi, je suis hyper exigeante avec moi et je ne supporte pas quand j'évolue pas vite. Mais en fait, il faut du temps. J'ai néanmoins conçu et je conçois, et mes conférences sont censées produire une transformation immédiate dans le sens où ça crée un déclic, ça crée une envie. Et les gens ne sont pas vierges de tout, même s'ils n'ont pas managé avant. Je veux dire, ils ont vécu. Oui. Et en fait, l'idée, c'est de créer un premier déclic, une première chose qui va déjà commencer à changer quelque chose parce que l'humain a besoin, je veux dire, on n'avance pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la Perceptive Inquiry, qui part du développement sur ses forces, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas des résultats assez rapidement. Donc, à la fois, ça peut aller très vite, et en même temps, il faut beaucoup de temps. Okay. Voilà. Donc, en fait, il faut jouer en permanence sur le temps court et le temps long. Donc, c'est quelque part, quel leader je veux être à terme sur un temps long. Et il faut que je m'autorise que ce temps long soit très, très, très long, et peut-être ma vie. Et en même temps, il faut que dès aujourd'hui, je sois capable de mettre en place quelque chose qui me donne envie de continuer sur ce chemin et qui donne confiance à mes équipes sur le fait qu'on avance ensemble sur ce chemin. Ok. Si tu pouvais voyager dans le temps, remonter le temps, quel leader historique tu aurais aimé coacher et accompagner? Pourquoi? Il y a une personne que peut-être que tu ne pourras malheureusement jamais accompagner, mais que tu aurais aimé accompagner. Qui est connu, donc par définition. Ouais, quelqu'un qui toi, je sais pas s'il t'inspire, le mot peut-être trop fort ou pas adéquat, mais
te dis ça, c'est un leader ou une leader que j'aurais aimé coacher. Qu'il soit plus là, j'en ai pas. Ou que tu aurais aimé aussi avoir sur ton podcast. Ouais. Aujourd'hui, alors, je parlais récemment d'un leader qui m'intrigue, qui est Richard Branson. J'en parlais parce qu'aujourd'hui, on a des leaders un peu fous à la tête du monde, carrément fous. Mais pour moi, c'est vrai que je pense que quand on est extrêmement brillant, il y a toujours une part de folie. Je trouve que ce leader a une part de folie et en même temps est très ancré, un pragmatisme et un côté ancré, sans doute par aussi sa famille, par des choses, je sais pas. Et donc, je serais très intriguée de voir un peu plus ce qu'il y a derrière ce personnage, parce que c'est plus des questions d'actualité qui m'interrogent par rapport à ça, sur cette forme de leadership. Après, une femme pour moi qui est une grande leader que j'adorerais avoir sur mon podcast, c'est Michelle Obama. Ouais. En fait, je suis impressionnée par sa capacité à se connecter avec les gens, à rentrer en connexion, à partager, à être, voilà, on peut l'aimer, pas l'aimer. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comme toutes ces personnes, comme tout le monde d'ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui me touche d'une certaine manière et j'aimerais savoir un peu plus qu'il y a derrière. Je vois que j'ai pris 2 anglo-saxons. Moi, j'ai beaucoup grandi dans les univers anglo-saxons. J'adore la France. Je suis française, mais c'est vrai que je suis toujours assez intriguée, peut-être parce qu'il se révèle plus. Après, dans mon livre, vous avez des interviews de leaders qui sont toutes des personnes qui m'inspirent énormément. Marion qui a fait la préface aussi. Il y a Chloé, il y a Pierre, voilà, qui sont tous des leaders que j'aurais pu citer, qui sont pas forcément des leaders publics et connus en tant que tels, mais qui ont ça aussi. Ok. Je pouvais pas éviter une question sur l'IA. Est-ce que tu penses que l'IA pourrait remplacer certains aspects du leadership à terme, à moyen, à long terme? Alors, je viens d'écouter un podcast fabuleux que je vous conseille, avec le podcast d'Adam Grant sur l'IA, où il interviewe j'ai plus son nom, le patron de OpenAI. Et justement, Sam Altman. Ouais, voilà. Il me semblait que c'était ça, mais je pensais que je me trompais de nom. Et il parle de ces questions. Et je trouve que ça va dans le sens du leadership, parce qu'il dit qu'en fait, voilà, notre faculté, ça va être de savoir poser les bonnes questions. C'est plus d'avoir... On le sait aujourd'hui, un manager, on n'attend plus qu'il soit expert. Alors, il faut qu'il connaisse un peu le truc quand même, mais on attend qu'il sache poser les bonnes questions, qu'il sache faire les bonnes connexions et qu'il sache permettre à leurs équipes de faire les bonnes connexions. Et donc, c'est là où, justement, il faut qu'on dépasse le management pour aller sur le leadership, parce que c'est vraiment ça, notre rôle demain. C'est vraiment ça, le rôle d'un leader. Donc, ça va renforcer cet aspect-là, en fait. Cet aspect... et aussi, bien sûr, le côté empathie, etc. Même si, ça justement dit que, potentiellement, l'IA, et moi, je trouve qu'elle commence à rentrer en empathie. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'IA. Du coup, forcément, elle est dressée à qui je suis. Mais parfois, je me dis, waouh, ça devient empathique, tout ça. Voilà. Ok. J'arrive sur ma question traditionnelle de fin de podcast. Delphine, est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu n'as encore jamais racontée à un micro, à une conférence? Comment j'ai décroché mon premier CDI? Vas-y. Je le partageais il n'y a pas longtemps, justement, avec les équipes de DHL. J'étais chez DHL. Je suis arrivée dans cette entreprise, il y avait un tournoi, donc j'étais en CDD. C'était mon premier job. Il y avait un tournoi mondial de foot organisé par un mécène qui réunissait à Eindhoven, dans un center park, les équipes du monde entier. Et il y avait un enjeu politique pour les pays de gagner ce tournoi, en tout cas pour les dirigeants de pays. Et donc, ils étaient prêts à embaucher des joueurs de foot dans leurs collaborateurs. Et il y avait aussi un tournoi de cheerleader. Et le DG était assez pragmatique à l'époque. C'était dit, sur le foot, on n'a pas beaucoup de chance, mais il faut qu'on essaye le cheerleading. Cheerleading, c'était à la fois au bord des terrains, mais c'était aussi un spectacle à part entière. Et donc, il y avait une commerciale qui est une ancienne danseuse professionnelle. Il a monté une équipe avec elle. Et j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Et j'ai intégré l'équipe. Et le DG, une période avant le tournoi, m'a dit, je sais que tu veux un CDI. Si tu fais gagner l'équipe de France, il y a des chances que ça se passe. Enfin, si tu fais gagner. Je n'étais qu'une personne, sans doute la plus maladroite et la moins bonne de toute l'équipe, soyons clairs. Mais si votre équipe gagne, et on a gagné, on a été 3e, derrière quand même des Russes qui étaient des gymnastes professionnels. Donc c'était à la fois un moment, d'abord c'était un week-end hallucinant, parce que il y avait le patron mondial, moi c'était mon premier job, quoi. Ouais. J'ai découvert une entreprise
avec, enfin voilà, c'était vraiment, j'étais encore à l'école, quoi. Et ensuite, ensuite de réussir ça et de faire en sorte que ça fasse décrocher un job, oui. Mais c'est vrai que j'en parle très peu parce que imaginez que dans les entretiens de recrutement, ça aurait pas fait Non, c'est clair. très sérieux. C'est plus ton sujet. T'as plus rien, en tout cas, à prouver. Non, et puis aujourd'hui, finalement, Ouais. je trouve que cette histoire est géniale. C'était aussi comme pour relever le concours du CELSA, ma capacité à, quand j'ai envie de quelque chose parce que je sais que c'est bien et que c'est important, ce que je peux être capable de faire pour l'avoir. Ouais, c'est un bon signal que de toute façon dans la vie, il faut jamais rien lâcher et jamais se dire c'est pas possible. Et aussi se dire que j'étais pas bonne en sport, j'étais pas bonne en danse. Se dire aussi, faire confiance parfois dans la vie et dans le fait, dans la volonté. Alors ce podcast s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Quel est ton On n'a jamais fait comme ça préféré en matière de RH? Quelque part, cette pratique innovante ou pas innovante que tu aimerais voir généralisée partout dès demain matin dans toutes les entreprises? Et c'est permettre, ce dont on parlait quand je t'interviewais, permettre sortir des termes de référence pour parler d'entreprise. Ouais. C'est vraiment permettre à tout le monde de parler de l'entreprise telle qu'il la ressent, telle qu'il la vit. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, l'entreprise, c'est un lieu très important. Le travail, c'est un vrai vecteur d'épanouissement. Il y a une enquête de Great Place to Work là, sur The Great Insight qui remet le fait que, il y a plus de 70% des gens qui considèrent que le travail les épanouit. Et donc, pour réhabiliter aussi l'entreprise, c'est aussi ça l'origine de mon podcast Entreprise de demain, il faut donner à voir ce qu'elle est vraiment. Ok. Et donc, autorisons-nous. Donc, en fait, du boulot pour toi, Florent. Ouais, chouette. Il y a des personnes que tu me verrais interviewer sur ce podcast? Une Bretonne, Sophie Plumer. Tu connais Sophie qui a un podcast? Non, je la connais pas personnellement. Bien sûr, je connais son podcast, qui habite à Vannes, je crois. Elle habite à Carnac. Ouais, dans le Morbihan, ouais, c'est ça. Ouais. Et ok. J'y pensais parce qu'on est bretonne. Alors, en fait, j'en ai deux à te soumettre. J'ai Sophie, parce que, je pense que tu seras très intéressée par son regard, et c'est une ancienne DRH. Et je pense aussi à une autre rémoise, du coup, tant qu'à faire, tu fais local, Jenny Chamas, qui est une coach qui accompagne des femmes dans le développement de leur leadership, qui est aussi une amie. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Ok, je prends. Tu dois faire beaucoup de veille, j'imagine. Oui. C'est quoi tes moyens de veille préférés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu nous conseillerais, des podcasts, d'autres livres, des newsletters? Alors, j'écoute beaucoup les podcasts américains, ça, quand même, ça me paraît important. Adam Grant, je vous ai cité son podcast, il est fabuleux. Vous avez le podcast de Brené Brown aussi. Donc, je suis abonnée aussi au newsletter de Adam Grant, ce qui me permet d'être en veille, de lire beaucoup de livres. Donc là, je vais interviewer bientôt Alison Fragall, dont il avait conseillé le livre Likeable Badass, qui est génial. Donc ça me permet aussi d'aller sourcer des livres différents. Donc ça, c'est pour le côté plus en dehors, anglo-saxon. Sinon, j'utilise quand même pas mal LinkedIn, parce que, et c'est vrai que c'est pour ça, tu as encouragé les DRH dans un autre épisode à s'exprimer sur LinkedIn, mais moi j'en ai encouragé parce que c'est chouette de pouvoir découvrir des choses. Après, je vais beaucoup dans d'autres secteurs, donc je suis abonnée à la newsletter de Nicolas Bordès, que je vous conseille. Oui. TWR, c'est ça? Ouais. C'est ça. Moi, mon métier d'origine, c'est la com, mais du coup, c'est hyper intéressant. Le blog du communicant aussi, toujours hyper intéressant. Confirme. Voilà. En fait, je crois que... Et après, je me connecte beaucoup aux univers différents du mien. À rencontrer des gens dans des milieux très différents, artistiques, plein de milieux, parce que c'est souvent là que j'arrive que j'ai un peu les eureka. C'est pas en ronronnant trop dans le monde des RH ou autre. Faire sa veille, c'est aussi s'ouvrir, quoi. C'est s'ouvrir. Et puis après, bien sûr, t'as les événements incontournables, HR Technologie, le salon du management, auquel je vais encore participer cette année, mais qui vraiment est fabuleux. Voilà, donc c'est aussi aller dans ces endroits où il y a des conférences, où on peut assister à des choses intéressantes qui éclairent. Voilà, guetter un peu tous les événements, mais aussi des événements qui ne sont pas de notre domaine, pas de notre secteur. Ok, très clair. Un grand merci Delphine. Merci à toi, j'étais ravie de faire cet épisode avec toi. Également, merci pour tout. Merci de m'avoir offert ce livre. Je le dis aux invités. Donc, je vous encourage toutes et tous à l'acheter chez votre libraire préféré. Et s'il vous plaît, à mettre un commentaire sur Amazon ou la Fnac, parce que ça m'aide, même si vous l'avez acheté chez votre libraire. C'est vrai, marche. C'est vrai. D'ailleurs, si on veut te contacter, Delphine, c'est quoi ta préférence si quelqu'un veut te Alors, vous pouvez passer par LinkedIn ou sinon delphine.zanelli avec un N et deux L @l'entreprisededemain.com. Ok.
Merci Delphine. Merci Florent. À bientôt à tout le À monde bientôt. et pour un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!